Quand elle a résumé les faits, ça m'a fait une peine. Moi, je me souviens juste du banc. Et j'étais là... Waouh. Des mots qui défilent devant mes yeux. J'avais l'impression que mon corps allait me lâcher. Des scènes. J'arrivais pas à me réchauffer. Pulsion. Devant moi, l'enfant. Pulsion. T'es dans un temps hors temps, dans un monde hors monde. Pulsion. Et on faisait le récit du sang, on comptait les litres. Pulsion, pulsion, pulsion. Comment ? Comment a-t-il fait pour le faire ? Je m'appelle Julie et voici mon kintsugi. Julie est ma meilleure amie depuis 18 ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, elle a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. En septembre 2021, 17 ans après les derniers faits, 11 ans après m'en avoir parlé, 7 ans après s'être confiée à sa mère, 2 ans après son dépôt de plainte, Julie voit enfin son agresseur être jugé. Un procès et une question centrale à laquelle elle pourrait enfin avoir la réponse. Pourquoi lui a-t-il fait ça ? Un procès et des inquiétudes. Même en étant préparée, Julie ne sait pas comment son corps et son esprit vont réagir face à l'institution judiciaire et surtout à une nouvelle rencontre avec celui qui l'a agressée. Un procès et une occasion, celle d'avancer sur le chemin de la résilience. Cette reconstruction toujours en cours et amorcée bien avant qu'on ne se lance dans ce podcast. Julie appelle ça son kintsugi, d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée qui, plutôt que de les cacher, met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr. Mais attends, je comprends pas, c'est pas ouvert ? Ah, ça se trouve, c'est même pas ouvert encore. Ah, puis tu venais de rentrer ? Non, c'est ici. On était très en avance. Hein. Ah, il était de 7h50. Je sais pas. Parce qu'il n'y avait pas grand monde sur la route. Hein. Non. Ah bah oui, ça ouvre qu'à 8h15. Il est 8h04. Voilà. Ce jeudi de septembre, le temps est magnifique. Il fait même chaud pour la saison. Julie, sa mère, sa sœur et moi sommes en avance. Nous patientons devant le tribunal, un bâtiment moderne et sans âme, sans que nous ne trouvions autre chose à nous dire que des banalités. C'est bien que t'aies mangé avant de venir. Bah, il fallait manger un truc, c'est ça. Il fallait manger un truc. Même au début, tu cuisinais un petit croissant à 9h et tout. Mais en fait, c'est besoin d'avoir mangé. Là, je ancré dans le sol, quoi. L'agresseur de Julie arrive. C'est le monsieur avec la blouse noire et la pochette bleue. Il me semble. Ah, ok. Il est arrivé ? Il me semble. Ah ouais. Ça va ? Oui. Putain, la fille de ouf. Julie ne l'a pas vu depuis des années. Il ne ressemble plus tout à fait à l'homme qu'elle connaissait. Il a l'air vieux et voûté. Elle est grande et jeune. Il est venu seul. Nous sommes 4. Il n'est plus protégé par le secret. Nous savons. Il garde ses distances. Il nous a vus mais ne nous lance aucun regard. Bonjour, vous allez prendre votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. Avant d'entrer dans la salle d'audience, la greffière exige que nous coupions nos téléphones. Je m'exécute. Je ne souhaite rien faire qui puisse être reproché à Julie. Nous nous installons en silence. Julie, sa mère et sa sœur n'ont jamais assisté à une audience. Le dispositif les impressionne. Au contact du métal des bancs,
Julie a froid, très vite. Nous, non. Je lui donne mon écharpe, rien ne peut la réchauffer. Je prends sa main. Nous attendons son tour. Le tribunal a d'autres affaires à juger. Ce jour-là, il y a un homme qui n'a pas le bon permis pour ses fusils de chasse et dont la femme s'inquiète qu'il puisse être privé d'armes pendant plusieurs années. Un homme qui a harcelé son ex-femme et sa femme actuelle qui le soutient. Un homme qui ne paye pas la pension alimentaire de son enfant car il n'est pas sûr, dit-il, que ce soit le sien. Un homme qui a volé 2 bidons d'essence pour une valeur totale de 40 € avec sa femme qui lui tient la main. Un homme, moniteur d'auto-école, accusé d'harcèlement sexuel à l'encontre de son élève et l'élève de l'autre côté de la pièce. Et il y a cet homme qui a agressé sexuellement une enfant, Julie. C'est au tour de l'affaire de Julie. Elle avance, s'assoit au premier rang. Je suis loin. Nous sommes loin derrière. Ces choses-là, elle me l'avait dit. On les traverse seuls. L'accusé est appelé à la barre en premier. Un pull gris sur les épaules, il se cramponne à son porte-document bleu. La présidente du jury présente les faits, résume en quelques minutes la vie de Julie depuis les agressions. Ça ne peut pas être exhaustif. Comment ? Le prévenu est invité à s'exprimer. Il s'excuse, se cherche des excuses. Je voudrais m'excuser. J'avais des pulsions, je buvais beaucoup, j'avais des problèmes de couple. J'ai été victime de violences sexuelles quand j'étais mineur et je vis depuis 43 ans avec ça. Aujourd'hui, j'ai commencé un travail psychologique pour essayer de comprendre. Vous avez aussi agressé sexuellement votre fille. Vous avez d'ailleurs été jugé pour cette affaire il y a 1 an. Vous ne pensez pas que vous avez un problème avec les petites filles ? Non, je n'ai pas de problème avec les petites filles. J'avais des pulsions. La pulsion. Voilà comment le prévenu explique les agressions qu'il a fait subir à Julie. Les pulsions ne sont pas punissables, les passages à l'acte, en revanche, le sont. La pédophilie, c'est une attirance sexuelle pour des mineurs prépubères. On parle de préférence sexuelle qui peut être exclusive ou pas. Et ensuite, on caractérise sur le plan clinique et diagnostique si elle concerne les enfants en fonction de l'âge et la tranche d'âge, de sexe masculin, féminin, les deux, s'il y a des violences qui sont exercées, etc. Le docteur Mathieu Lacambre est médecin psychiatre au CHU de Montpellier. Il est aussi membre fondateur de la cellule d'écoute du diocèse de Montpellier et travaille au CRIAVS, Centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles de Montpellier. Et donc la pédophilie renvoie à un problème de santé qui concerne les professionnels de santé. On peut souffrir de pédophilie sans jamais réaliser une infraction. Et donc on distingue clairement la pédophilie, cette préférence sexuelle pour des mineurs prépubères, alors qu'on précise quand on est âgé de plus de 15 ans, à partir de 16 ans, quand ça dure depuis plus de 6 mois et qu'il y a une différence d'âge d'au moins 5 ans entre le sujet et sa préférence sexuelle. Donc on ne peut pas parler de pédophilie, par exemple, avec des mineurs de 12 ans. À 12 ans, on est en construction, on parlera plutôt peut-être de comportement sexuel problématique. Mais on est très rigoureux sur les critères diagnostiques qui sont établis dans les classifications internationales de l'OMS, Organisation mondiale de la santé par exemple. La pédocriminalité, c'est un problème lié à la réalisation d'infractions sexuelles qui concernent des mineurs. Et donc, on a des agresseurs sexuels de mineurs qui vont réaliser donc des agressions pédosexuelles qui n'ont pas de préférence pour des mineurs, qui vont agir par opportunité, par accident ou parce qu'ils ont cru qu'elle était grande, etc. Alors ça, c'est souvent un moyen de rationaliser, voire dans le cadre de distorsion, de pouvoir justifier de ses comportements et de ses conduites. Mais de manière générale, on distingue clairement la pédophilie, trouble psychiatrique au sens de cette attirance dès le stade des fantasmes sexuels pour des mineurs prépubères, d'une infraction sexuelle qui implique des mineurs, comme par exemple même le téléchargement d'images pédopornographiques, c'est une infraction. Et donc on va caractériser l'infraction et ensuite on essaiera d'aller préciser le diagnostic pour ajuster la prise en charge. Et pour être un petit peu caricatural, des personnes qui violent des enfants sans souffrir de pédophilie, cela, il faudra surtout une prise en charge judiciaire et agir pour la sécurité et l'intérêt de tout le monde, versus des personnes qui sont en souffrance, isolées dans leurs fantasmes problématiques, et pour cela, il faudra surtout une réponse médicale et sanitaire. Il y a des personnes qui souffrent de pédophilie et qui vont jamais réaliser une infraction.
Alors, de manière générale, si on considère l'ensemble des auteurs de violences sexuelles sur mineurs, donc il n'y a pas exclusivement des personnes souffrant de pédophilie, on est sur une très grande hétérogénéité d'agresseurs sexuels, avec deux pôles. Un pôle concernant des personnalités pathologiques avec des relations compliquées, ce qui renvoie à la question de la perversion, l'utilisation d'autrui, réduire un sujet à l'état d'objet, c'est le contrat pervers, avec des éléments de personnalité un peu parano, un peu psychopathe, sur l'utilisation froide d'autrui, déficit d'empathie, cet égocentrisme autophilique, autocentré, avec cette surestimation de soi, qui va favoriser ce qu'on appelle, nous, le contrat pervers, et cette idée de réduire un sujet à l'objet de jouissance, y compris dans la sexualité. Donc l'enjeu, il n'est pas tellement sexuel, il est surtout dans la relation et la soumission, dans une forme de domination qui permet d'agir ces violences sexuelles. Ça, c'est une catastrophe, c'est très très morbide et mortifère. Versus un autre pôle qui renvoie à un trouble dans la sexualité, et en particulier dans les étapes du développement psychosexuel et affectif, avec parfois une fixation à un moment compliqué dans ces différentes étapes, qui va favoriser ensuite ce qu'on appelle, nous, les troubles paraphiliques, qui sont l'ensemble des comportements sexuels déviants et problématiques. Pour mémoire, un agresseur pédosexuel sur 3 a lui-même été victime d'agressions pédosexuelles, en particulier quand il s'agit de personnes de sexe masculin. Et pour les agresseurs sexuels de sexe féminin, on est à 80% des agresseurs qui ont eux-mêmes, des agresseuses, été victimes au même âge que leurs propres victimes. Est-ce qu'on a identifié des facteurs de risque pour développer une pathologie comme la pédophilie ? On a pu identifier les facteurs de risque de violence sexuelle. Pour la pédophilie, il n'y a pas d'études spécifiques qui ont permis d'identifier ces facteurs de risque, mais cliniquement. Alors malheureusement, là aussi, on a une très grosse et solide expérience clinique. Pour ce qui concerne le trouble pédophilique, on pourra distinguer de manière schématique un trouble pédophilique qui s'instaure au moment des étapes de développement psychosexuel et affectif avec une fixation sur des corps d'enfants prépubères et qui va continuer, alors l'adulte grandissant, ayant bien conscience malgré tout que c'est un problème, et va développer ce qu'on pourrait appeler une pédophilie primaire. Versus un trouble pédophilique lié à une séquence plus ou moins traumatique d'expériences sexuelles infantiles qui vient fixer la sexualité infantile. Et un sujet qui va continuer de grandir en rejoignant quelque chose de la sexualité infantile, du coup avec des enfants. Et pour cette pédophilie secondaire, finalement, on peut identifier les facteurs de risque, dont l'agression sexuelle qu'ils ont subie à un moment particulier de leur vie dans les étapes de développement psychosexuel et affectif. Donc ça fait partie d'un facteur de risque très très bien identifié, mais qui nous renforce dans la perspective de réduire ces violences et de réduire le risque de ces violences, puisqu'on voit des victimes qui vont finalement reproduire et changer de camp, passer du côté des auteurs. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus d'hommes qui agressent les mineurs que de femmes ? De manière générale, il y a une dimension très socio-anthropologique là, et qui vient peut-être rencontrer quelque chose de l'ordre de la dimension genrée de la violence. Je vais faire une réponse en deux temps. Les hommes, XY, au sens de la génétique et de la biologie, puis au sens de la construction sociologique et anthropologique, ont plus recours à la violence physique. On le sait, et d'ailleurs, plus de 90% des personnes écrouées, incarcérées et violentes sont de sexe masculin. On a pu montrer depuis quelques années que du côté du féminin, on était plus dans des violences psychologiques, en particulier dans les violences conjugales. Et donc du coup, quand il s'agit de la violence sexuelle, la matérialisation pénale de la violence physique, puisqu'elle est sexuelle, mais là aussi c'est la difficulté, elle est peut-être un peu plus facile à mettre en évidence sur le plan juridique, avec des recours habituels de ces hommes XY à des enjeux physiques directs, c'est-à-dire je vais, je veux, je prends. Comment a-t-il fait pour le faire ? Au procès, il a dit « pulsion ». Et ça veut dire qu'il fait tout ce qu'il désire et qu'on ne peut pas le lui reprocher par une condamnation. Pulsion. Ça veut dire qu'on est plus vivant que les autres et qu'il ne faut pas punir la vie en étant jaloux de son excès. Pulsion. C'est le mot qu'on dit pour éviter la prison même lorsqu'il s'agit d'un crime. On se cache derrière le mot en espérant que la pitié vienne. Pour lui, changer l'intention, c'est effacer la trace de l'acte. Le mot « pulsion », c'est pour faire disparaître la vérité sous la poussière, dans le passé. Et que ce ne soit pas lui, même lorsqu'il dit « c'est moi ». C'est pour ne pas être responsable alors qu'on l'est. C'est pour continuer à être lâche encore un peu, quelques minutes, quelques heures, quelques temps, encore.
À force de la côtoyer, la lâcheté, on s'y attache. Et on se sent nu lorsqu'elle n'est plus là. On veut qu'elle reste pour nous protéger. Pourtant, le juge, il a lu les faits. C'était long. C'était sa vie sur des années. C'était ma vie sur des années. Au tribunal, c'est au tour de Julie de s'exprimer. Son corps adulte s'avance à la barre, mais l'enfant en prend le contrôle. Julie voudrait parler, mais les mots ne sortent pas, étouffés par les sanglots. La présidente insiste avec douceur. Elle comprend, mais voudrait que Julie parle. Elle prononcera difficilement quelques mots. Ce jour-là, les larmes de l'enfant ont empêché l'adulte de parler. Les avocats prennent le relais. Celui de Julie commence. À entendre le prévenu s'apitoyer sur sa vie, on dirait presque que les faits n'ont été qu'un épisode dans son parcours. Mais je voudrais lui dire que ces actes ont causé des dégâts considérables. L'avocat de Julie demande des dommages et intérêts très élevés, parce qu'ils sont à la hauteur du préjudice de sa cliente. Outrée par la demande de réparation, l'avocate du prévenu tente de minimiser. Tous les moyens sont bons, comme rappeler une autre histoire de la vie de Julie, trouvée dans le dossier. L'été précédant l'agression par le père de son ami et voisin, il y avait eu, une fois, une autre agression. Elle avait 8 ans, c'était lors de vacances à l'étranger, ça s'était passé dans un taxi. L'avocate argumente, veut créer le doute pour atténuer la responsabilité de son client qui a avoué les faits devant les enquêteurs. Alors elle interroge. D'où vient réellement le traumatisme de Julie ? Est-on sûr que les actes de son client en sont à l'origine ? Pourquoi devrait-il être condamné pour des actes qu'il n'est pas le seul à avoir commis ? Elle va plus loin, ose l'obscène en demandant « Comment Julie peut se déclarer traumatisée tout en entretenant, adulte, des relations amoureuses et consenties avec des hommes ?» Fin des débats. La procureure formule ses réquisitions. Suivi socio-judiciaire de 3 ans avec injonction de soins, interdiction de contact, une peine de prison avec sursis et indemnisation de la victime. La justice a écouté, désormais elle va devoir trancher. Nous quittons la salle d'audience. Sa plaidoirie à la con, là, c'était vraiment genre horrible, quoi. Elle était fière d'elle, genre elle a fait un gros clin d'œil à sa collègue, on était juste derrière, enfin... Je sais pas, c'est pas une manière de faire, quoi. Non, c'est l'autre, là. Franchement, Moi, je m'attendais même à pire. Ah ouais ? Ah oui. Ah ouais, la part d'accord. de la dame. Moi, je m'attendais un peu de décence, en fait. Je me prépare au pire. Qui veut quoi ? Son avocat, c'était une avocate, et elle s'était mise du côté des victimes pour plaider, et moi sur le banc des accusés. C'était rien, c'était pas de la matière, c'était symbolique. Et pour sauver les restes de son client qui avait avoué la bouche pleine, elle a pique-niqué des horreurs. Elle a sorti sa nappe et c'était presque des violons. C'était pour faire passer un crime pour qu'il soit jugé moins grave. Elle mettait de la crème autour et c'était gras. Je me suis demandé pourquoi elle préférait le monde sans la dignité. Je ne voyais pas ce qu'elle lui trouvait de si beau lorsqu'il est laid. Elle était l'avocate de son client, et plus encore du monde où ces hommes, elle les aurait laissés exercer. La vie s'absente de la vie et on fait comme ça pour subsister. Alors dans sa tête à elle, avec le mauvais calcul de l'argent, ce n'était pas si grave. Pour l'avocate, c'était moins que pire, c'était comme c'était et c'était comme ça. Et derrière, comme ça, elle insinuait que c'était la vie. Et pour elle, dire « la vie », c'était pour s'autoriser à ne pas faire grand-chose. Un changement, c'est trop d'efforts, il faut bouger. Alors pour elle, le mieux, c'était de laisser la vie invivable. Elle avançait des arguments que personne ne lui réclamait et quand sa bouche a été vraiment remplie de boue, elle s'est tue pour ne pas vomir. Le tribunal a délibéré. Nous retournons en salle d'audience.
Sur l'action publique, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à sont établis, qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation, qu'il convient de le sanctionner par la peine de 6 mois d'emprisonnement, assorti du sursis probatoire pendant 2 ans avec obligation notamment de suivre des soins psychologiques, d'indemniser la victime et interdiction d'entrer en contact avec la victime, qu'eu égard à la nature des faits reprochés, il convient de constater l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles monsieur. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, condamne. Pas de cris de soulagement, pas de pleurs, pas d'effusion. Juste l'envie de sortir rapidement de la salle, de s'échapper, de faire autre chose, de sortir, de rentrer. Oh là là. Heureusement qu'il fait beau. Ouais. Oh, ça fait du bien le soleil là. C'est clair, on se réchauffe quoi. Ah, j'ai juste envie d'être au soleil. L'après-midi est déjà bien entamé et le procès reste au cœur des conversations. On parle de lui, ce coupable qui avait déjà été condamné 1 an auparavant pour agression sexuelle incestueuse à l'encontre de sa fille. Ce qui m'a étonnée aussi par rapport à lui, c'est que il a apparemment pris conscience de la gravité de son geste que quand sa fille est venue lui parler. Ouais. C'est quand même aberrant, quoi. Qu'il n'est pas... Enfin, il savait quand même que ce qu'il faisait, c'était répréhensible, puisqu'il le faisait en cachette. Ouais, mais oui. C'est facile de dire ça aussi. Je pense qu'il se ment à lui-même à un niveau, mais qui est stratosphérique. Ouais. Bah, C'est déjà, obligé. Jusqu'ici, quand même, il dit qu'il n'a pas de problème avec les petites filles. Mais en fait, le vrai cauchemar, c'est qu'en réalité, lui seul sait combien d'enfants il a agressé sexuellement. Ouais. Et comme je suis sûre qu'il en a agressé plus de 2, c'est peut-être le cauchemar maintenant qu'il va vivre, c'est et si quelqu'un d'autre parle, tu vois ? Il sait que d'autres personnes potentiellement peuvent parler. Et je suis sûre qu'il y a d'autres enfants. Aucune raison, sachant qu'il ne se rendait pas compte que ce qu'il faisait était grave et que c'était sa sexualité, qu'il n'ait pas agressé d'autres enfants. Donc maintenant, c'est lui, le pire finalement, la pire punition qu'il ait, c'est d'avoir à vivre avec sa conscience en fait. Mais par rapport à... Oui, il a eu que 2 filles. Ouais. Bah c'est pas systématique. C'est un prédateur, il choisit ses victimes, il s'attaque pas à tout le monde. Hein. Mais même les pédocriminels... C'est pour ça que pour moi, c'est pas une question trop de pulsion, quoi. C'était des pulsions, tu t'attaqueras à n'importe quelle petite fille. Exactement, c'est pas n'importe qui. Il te trouve à son goût, c'est bon quoi. Lui, c'est un prédateur sexuel. C'est quand même un prédateur sexuel qui ne reconnaît toujours pas, après 2 condamnations sur des mineurs de moins de 15 ans, que c'est un pédocriminel et qu'il a un problème avec les petites filles. Enfin, je veux dire, il pourrait le dire, tu vois. Il pourrait dire, j'ai un problème avec les petites filles, c'est parce que je sens que j'ai un problème qu'il faut que je me fasse soigner. Ouais. Là, il dit, je ne comprends pas d'où ça vient, donc il faut que je comprenne, j'ai besoin d'un psy pour comprendre. Bah oui, c'est sûr. Hein. Pour lutter contre la pédocriminalité, il faut aussi reconnaître que la pédophilie existe et travailler avec ceux qui en sont atteints pour les soigner et éviter le passage à l'acte. En psychiatrie, on soigne beaucoup et on guérit parfois. Et donc tout l'enjeu, c'est d'apporter les soins adaptés, nécessaires et proportionnés à toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Or, le trouble pédophilique est un trouble psychiatrique qui se soigne. On a des référentiels de soins à la fois diagnostiques mais aussi de prise en charge. Le docteur Mathieu Lacambre est médecin psychiatre au CHU de Montpellier. Il est à l'origine de la mise en place d'un numéro unique, déployé au niveau national et à disposition des personnes attirées sexuellement par les mineurs. Un numéro anonyme et non surtaxé. Le 0806 23 10 63. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter un soin pour pouvoir, réduire le risque au sens de la dangerosité, tant pour la personne qui souffre de pédophilie que pour son entourage, et se proposer de construire, d'élaborer une autre sexualité un peu plus sympathique et harmonieuse. Et on y arrive.
Quand Guillaume disait que guérir, c'est se donner de nouvelles normes parfois supérieures aux anciennes, on a des situations, j'évoquais la pédophilie secondaire, où des sujets vont pouvoir quitter cette niche dans laquelle ils étaient enfermés, d'une sexualité pédophilique, pour rentrer dans une sexualité entre adultes consentants, qui est quand même beaucoup plus sympathique une fois qu'on l'a compris. Est-ce que comme solution, comme traitement, il y a véritablement la castration chimique ? Ça fait partie des possibilités dans le soin. On peut poser l'indication d'un traitement freinateur de libido lorsqu'il y a des agirs sexuels problématiques et ou violents. Et ça fonctionne très bien pour faire chuter la testostérone, ça réduit la libido, c'est-à-dire l'appétit sexuel. Mais on a une action qui est quantitative, on n'a pas une action qualitative sur la préférence sexuelle. Et donc du coup, l'esprit du sujet qui est envahi par ses pulsions, ses pensées, qui est obsédé, va être disponible pour pouvoir travailler en psychothérapie sur la question de la préférence sexuelle. Donc le traitement freinateur de libido, comme certains traitements médicamenteux, sont très intéressants, réduit cet envahissement psychique pulsionnel pour pouvoir rendre le sujet disponible à un travail psychothérapique autour de la question de sa préférence sexuelle ou sa fixation sur l'enfant. Donc on associe toujours une dimension quantitative, la libido, le risque, l'évaluation de la dangerosité, à une dimension qualitative autour de la question des agirs sexuels, de la préférence sexuelle et de la sexualité. Vous avez activement participé à la mise en place d'un numéro d'écoute pour les personnes qui ressentent une attirance pour les mineurs. Qu'est-ce que ça donne, ce numéro d'écoute, depuis sa mise en place ? Alors effectivement, la boîte à outils de prévention, on agit en prévention primaire, avec l'idée qu'on est très en amont avant l'apparition du problème. Mais lorsque le problème est là et que les personnes ont une attirance sexuelle pour des mineurs, il faut pouvoir agir. Et suite à une audition publique que nous avions réalisée en 2018 au ministère de la Santé, avec le soutien de la Haute Autorité de Santé, nous avons proposé la mise en place d'une ligne d'écoute, une sorte de helpline nationale pour toutes les personnes attirées sexuellement par des mineurs. On a le 0806 et on a les CRIAVS qui peuvent vous aider pour conseiller et orienter. Les CRIAVS sont les centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Il y en a 27 sur l'ensemble du territoire national avec une fédération française des CRIAVS. Et le dispositif national d'écoute est le 0806 23 10 63. Et là, vous avez une écoute attentive avec une évaluation et une orientation possible, si c'est nécessaire, vers des professionnels. On a mis en place d'abord un pilote sur quelques départements entre 2019 et 2020 et on a renforcé pendant le confinement en 2020 l'offre sur le territoire. Aujourd'hui, on couvre à peu près 54% de l'ensemble du territoire puisqu'on vous demande de renseigner votre département de domiciliation pour vous orienter vers des professionnels locaux. Sur l'année entre 2020, fin 2020, 21 et 22, on a eu plus de 4000 appels. Environ 300 appels qui vont au bout, mais on est sur les mêmes statistiques que les autres services d'écoute, avec un appel sur 10 finalement qui va aboutir vers un contact direct auprès de professionnels et ensuite un soutien. Donc du coup, on est vraiment sur une offre qui semble répondre à des besoins pour rompre l'isolement de ces personnes qui pensent souvent être très très seules avec ce problème et proposer des solutions afin d'éviter finalement de commettre l'irréparable, que ça soit une infraction ou une agression sexuelle. Un enfant violé, c'est un enfant de trop. Et on doit agir en tant qu'adulte responsable pour apporter cette protection et l'éducation au sens étymologique et noble du terme pour ces enfants. Et notre responsabilité, c'est de pouvoir accompagner ces enfants, les protéger de manière efficace. En leur donnant les outils, mais pas seulement de dire non aux adultes. C'est un peu illusoire de penser qu'un enfant de 5 ans qui mesure 60 cm, pèse 10 kg, va pouvoir s'opposer à un adulte. C'est illusoire. Mais lui donner les outils pour que lui comprenne, pour que lui développe, au regard de son âge, de ses capacités, des moyens d'interagir de manière adaptée avec ses amis et les adultes, que les adultes prennent conscience de ces enjeux pour éviter, j'insiste, qu'un enfant soit agressé. Nous sommes désormais seuls avec Julie, et je ne peux m'empêcher de lui demander comment elle se sent après cette journée. Cette ambiance-là, ce froid, j'avais froid en fait. J'étais traversée par un froid mais glacial. J'avais l'impression que mon corps allait me lâcher. Vraiment, je me suis dit, mon corps va me lâcher. Et après, quand elle a résumé les faits, en fait, de l'entendre, tu vois. Elle, avec une voix résumer les faits que moi, je trouve d'une gravité, enfin, tu vois.
absolue. Ça m'a fait une peine de l'entendre dans la bouche de cette présidente là. Je me disais oh là là, on est là pour ça quoi. Bah oui. Ah, ça m'a fait trop de peine. Et justement, c'est aller me chercher à un endroit où, tu vois, dernièrement, heureusement, j'arrive à en parler, tu vois, sans pleurer, sans être émue, en détachant un peu l'émotion, etc. Mais là, c'était impossible, quoi. Le corps était dans une émotion, et moi, j'étais dans une émotion. J'arrivais pas du tout à la dépasser, quoi. Mais vraiment pas du tout. Bon, j'ai quand même pu articuler quelques mots, mais... Je comprends. Mais en réalité, j'étais nulle part sur Terre, quoi. Bah oui. Mais j'ai commencé à pleurer tôt, en plus, c'est ça qui m'a fait peur. C'est que, à peine j'étais assise, elle résumait les faits, et j'étais là... Waouh. J'ai essayé de me ressaisir et tout. Et puis le fait qu'il me demande pardon quand même aussi, ça m'a fait... Enfin, c'était quand même fort. Juste là quand même. Oui, de alors... 3 mètres quoi. Enfin... Oui, mais c'est marrant parce que c'est très étrange. Il m'a fait de la peine. Son corps m'a fait de la peine en fait. Il a vieilli. C'est pas du tout... Aujourd'hui, je fais 1m80. Tu vois, je suis quand même... Je suis pas une brindille, je suis pas vulnérable physiquement, tu me vois. Donc je me sentais plus... Notre rapport physique, c'était pas celui que j'avais en mémoire. Qui était un rapport physique j'étais dominée par lui physiquement. J'avais peur de lui physiquement. Là, c'était un homme, je l'aurais croisé dans la rue, il m'aurait pas fait peur, quoi. Tu vois sur sa tête qu'il a perdu sa femme, qu'il a perdu sa famille, que ses enfants ne le voient plus, qu'il y a un enfant à lui qui est mort. C'est pas l'homme de 36 ans, hyper en forme, un peu sportif, joyeux. Enfin, moi, j'ai connu un homme qui était hyper joyeux. Mais en même temps, je l'ai trouvé quand même assez digne. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il en faisait pas trop. Non. Vraiment, j'ai détesté son avocate et j'étais tendue toute la plaidoirie de l'avocate, personnellement. Mais lui, il m'a beaucoup moins tendue qu'elle. Mais donc, émotionnellement, là, tu te sens quand même soulagée que ce soit fini, que... Enfin, je sais pas. Bah oui. Oui, moi, je suis contente de savoir que je ne retournerai pas dans un tribunal pour parler de cette affaire. C'est terminé, tu vois. Et la j'en ai pas parlé beaucoup. Bah pour moi, la condamnation, elle est évidemment minime en comparaison de ce qu'il a fait. Mais je trouve qu'elle est juste. Je trouve qu'elle est juste parce que la prison, je suis pas sûre que ce soit très constructif. L'obligation de soins, pour moi, c'est d'une évidence. C'est peut-être la chose la plus importante. Tu trouves sa peine juste ? Ouais, je trouve qu'elle est juste. Enfin, moi, je lui souhaitais pas autre chose. Je lui souhaitais pas de prison. Je pense que l'obligation de soins, c'est bien. Il a une amende à payer. Je sais pas comment dire. Moi, je trouve jamais que l'argent ce soit traumatisant, en fait. Oui. Avoir à rembourser quelque chose, je vois pas en quoi c'est constructif d'avoir une somme à verser. Finalement, il fait un truc contre quelqu'un et il récolte un soin pour lui-même. C'est ça qui est dingue. Il s'est chopé un soin là, en fait. Alors, quand je dis ça, il va pas être en balade de santé, mais en même temps, sa peine, c'est d'avoir à prendre soin de lui, c'est parler à quelqu'un de manière hebdomadaire de ses problèmes. Ouais. Il fait du mal et il récolte du soin. Voilà. Je trouve ça bien parce que je ne lui souhaitais pas de mal. Mais, si on prend un tout petit peu de recul et si c'est pas ma vie et si c'est quelqu'un d'autre, etc., je ne pense pas que ce soit juste. Je ne pense pas que la peine qu'on lui donne, elle soit en face de ce qu'il a commis parfaitement. Mais pour moi, ma vie, mon expérience, là où j'en suis aujourd'hui, je trouve que c'est juste parce que je lui souhaitais pas d'aller en prison. Je souhaite juste que dans les années à venir, ça change. Et que la considération de l'humain, elle soit beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui.
Et c'est que à cette condition-là que les peines pourront changer et qu'elles pourront rester intelligentes, mais qu'elles pourront changer, qu'elles seront quand même proportionnées. Parce que c'est quoi le message que t'envoie une société ? Quand t'es un pédocriminel, tu vas pas en prison. Ça veut dire que quand t'es un pédocriminel, ce que tu fais au fond, c'est pas très grave. Alors que là, le mec, il aurait fait un deal de stup pendant 3 ans, il y a 20 ans, potentiellement, il se serait pris 2 ans de prison. Avec 20 000 € d'amende. Pour avoir abîmé la cage d'escalier de la copropriété du 20 rue... Non mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a une disproportion. Et surtout, il y a une non-reconnaissance d'un côté de la responsabilité et de l'autre de la gravité des dommages qui sont commis sur les personnes. Et par contre, émotionnellement, cette journée est intense. Ah non, mais moi, je suis défoncée de fatigue. Ça m'a vidée. Je suis vidée comme si, je sais pas... C'est bizarre, la fatigue émotionnelle, en fait. Parce que ton corps, tu sais qu'il était assis sur un banc. T'as pas couru un marathon. J'ai attendu pendant 5 heures. Oui, en même temps, c'est passé vite. T'es dans un temps hors temps, dans un monde hors monde. Ton corps, il vit une expérience parallèle. Moi, mon corps, en fait, il a dépensé énormément d'énergie à me réchauffer. Juste ça. J'arrivais pas à me réchauffer. Il y avait un problème thermique, quoi. C'était dingue. Je me suis dit, mais là, vraiment mon corps... Parce que mon corps, il m'a vraiment déjà fait des trucs comme ça, quoi. À un moment donné, il veut se désolidariser. Et là, j'étais là, non, mais tu restes dans la salle. Non, mais tu restes avec moi, là. Au final, t'es resté. Et au final, il est resté, ce petit chou. Non, mais franchement, c'est aussi là que je mesure le progrès, quoi. Enfin, je veux dire, quand même, hein, quand je l'ai vu la dernière fois, j'ai fait un malaise dans la rue. J'arrivais pas à respirer, il passait juste, en voiture. Là, on était dans la même pièce. Bon, je l'ai pas beaucoup regardé, mais je l'ai quand même un peu vu. Je l'ai vraiment reconnu, quoi. J'ai reconnu son visage, mais vraiment altéré. Altéré par sa vie. Tu sais, tu vois quelqu'un à un instant T, et ensuite, c'est pas que le temps que tu vois sur son visage. Tu vois tout ce qu'il a vécu, ouais. Tu te dis, waouh. Mais tu peux voir quelqu'un qui est en retenue, mais qui est vivant. Ouais. Je me suis dit, la vie... Moi, je me suis dit, il est mort de l'intérieur. Elle s'est absentée. Il est mort. Non, mais il est mort. Et c'est pour ça que j'ai eu de la peine. Je pense que, très sincèrement, il est déjà en prison. Dans sa tête, il vit dans sa propre prison. Moi, je me souviens juste du banc. Des mots qui défilent devant mes yeux, des scènes qu'on raconte et que je vois au tribunal. Devant moi, l'enfant. Et cette fois, il mourait en public, devant mes parents, devant les oreilles de ma mère. Et on faisait le récit du sang, on comptait les litres. Je me souviens du banc, froid, en fer, et de mon corps qui ne veut plus se réchauffer. J'ai dit, j'ai froid. J'ai dit, il fait froid. Mais les autres n'étaient pas à la même température pour trembler. Il y a des convulsions toutes petites qui font trembler le banc avec moi. À 2, nous tremblons. Je ne suis pas seule. Je me souviens de l'eau partout pour inonder le tribunal, de l'eau qui coulait sans fin depuis mes yeux, sans bruit. Des larmes d'un autre temps. Comme nous l'a expliqué le docteur Lacambre, si vous vous sentez troublé ou attiré sexuellement par des personnes mineures, vous pouvez appeler le 0806 23 10 63. Vous y recevrez une écoute attentive et vous pourrez être orienté vers des professionnels de santé en capacité de vous venir en aide. Ne restez pas seul avec ces pensées, l'appel est anonyme et non surtaxé. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.
La musique est signée Thomas Loupias. Notre stagiaire, Mona Delahaye, a participé à l'élaboration de cet épisode. Voix additionnelle, Alexandre Bert, François Potier, Christophe Caron, Alain Frachon.